Le programme Douala Clean City, It's Possible, invite chaque habitant à adopter les bons gestes pour la propreté de la ville de Douala. Pour notre santé et celle de nos proches, ne jetons plus les ordures au sol. Il faut désormais les mettre dans des sacs plastiques bien attachés, attendre le passage des entreprises de ramassage ou les jeter dans les bacs. Par arrêté municipal, il est désormais interdit de jeter les ordures au sol au risque de payer une amende de 10 000 francs CFA à 40 000 francs CFA et une amende de 25 000 francs CFA en cas de fouille des sacs poubelles déposés dans les bacs publics. Dénoncez tout acte d'incivisme en envoyant une image ou vidéo au numéro WhatsApp 655 66 77 77 680 48 80 48 621 37 18 18. Ensemble, gardons notre ville propre. Douala Clean City, It's Possible. Un message de la communauté urbaine de Douala. Vous avez toujours rêvé d'un appartement luxueux dans un... Il en a donné 10 minutes, ce qui veut dire qu'on n'a pas suffisamment de temps. Sinon, j'aurais pris une minute de silence en la mémoire des 600 000 personnes qu'on perd chaque année à cause de l'inhalation des fumées issues de la combustion du bois traditionnel et du charbon de bois traditionnel. Et oui, ces statistiques ne viennent pas de moi, ça vient de l'OMS. Donc, selon l'OMS, chaque année, il y a environ dans le monde 600 000 personnes qui meurent par inhalation des fumées issues de la fumée, de la combustion du bois traditionnel et du charbon issu du bois traditionnel. J'ai envie de demander si c'est un mal pour un bien. Bon, disons peut-être deux mots pour un bien, parce que d'une part, on a 91% de la population camerounaise qui utilise comme source d'énergie de cuisson du charbon. Mais les 60% qui réussissent à avoir accès à cette énergie ne devraient pas se réjouir, parce qu'on n'a pas oublié cette fumée qui remplit leur poumon. D'autre part, le professeur de Champ vient de le dire. Bon, applaudissez pour le Cameroun, je vais vous dire quelque chose. Merci. Le Cameroun est troisième sur la liste des pays au plus fort potentiel de gaz dans toute la vie subsaharienne. On est riche, mais on applaudit pour le Cameroun, pas encore pour les Camerounais, parce que ce potentiel est inexploité. On va même dire mal exploité. On sait très bien qu'on étrange à nos déchets. Bon, en disant lorsque je parle de biomasse, je parle simplement de nos déchets qu'on voit dans les rues. Il y a aussi les rebuts végétaux, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi les déchets que nous produisons. On sait très bien qu'on étrange une très bonne partie de nos déchets. Incinération, rejet dans des cours d'eau, enfouissement, décharge sauvage, et je passe. Ce qui vient accentuer les émissions de gaz à effet de serre. D'une part, on a l'accès à l'énergie qui est vraiment pas ça. D'autre part, sur le plan de la santé, lorsqu'on réussit même à avoir accès à cette énergie de cuisson, on n'est pas sûr vraiment de notre sécurité alimentaire. De l'autre côté aussi, on a une biomasse qu'on exploite vraiment pas, ou bien qu'on exploite mal. Donc c'est au vu de tout cela que nous avons décidé de développer le charbon écologique. Donc là, il s'agit d'un combustible, vraiment comme le charbon de bois traditionnel que nous connaissons tous. Donc le charbon écologique ici, c'est un combustible. À la seule différence qu'il est fait à base des déchets solides ménagers biodégradables. Donc je vais prendre quelques exemples, les coques de noix de coco, les pelures de plantain, les coques de noix de palmiste, les pelures d'ananas et tout ce qui est rebuts végétaux. Donc c'est ça notre matière première. Donc vous voyez que d'une part on vient réduire le taux de déforestation. Parce qu'on a tendance à dire que la forêt c'est le poumon de la terre. Pourquoi? Parce que la forêt c'est un puits carbone. Donc là on vient réduire le taux de déforestation, on vient préserver nos puits carbone d'une part, et d'autre part on vient réduire le volume des déchets. Là c'est sur le plan environnemental, maintenant la maman au village ne va pas laisser tomber le charbon de bois parce qu'on a parlé de changement climatique, bien d'émissions de gaz à effet de serre et tout ce qui va avec, parce qu'il est fort probable qu'elle ne sache pas exactement de quoi il est question. Ce charbon est 2 fois moins cher que le charbon de bois traditionnel. Et ça prend même pouvoir calorifique inférieur, c'est-à-dire pour une même quantité de chaleur dégagée, il est 2 fois moins cher. Ça veut dire qu'il est économiquement accessible. Là, on a vu tout à l'heure, il vient permettre qu'il y ait une sécurité alimentaire. Donc on n'aura pas ces fumées qu'on voit avec la combustion du charbon de bois traditionnel. Lorsqu'on fait la cuisine avec du charbon de bois traditionnel, qu'est-ce qu'on constate quelques heures plus tard sur notre casserole? Un dépôt de carbone. Utiliser le charbon
charbon écologique. Si un jour vous voyez un dépôt de carreaux dessus, changez votre marmite sera toujours propre. Qu'importe la durée que votre casserole fait sur le charbon. Ce qui prouve à suffisance que les fumées issues de la production de notre charbon est différent de la fumée issue de la production du charbon de bois traditionnel. Mais là maintenant, ça tout le monde peut le dire. Je ne suis pas la seule productrice de charbon écologique au Cameroun. Il y en a 12. Maintenant, c'est quoi notre particularité? Il y a toutes les formes de déchets. Si on parle de biomasse, il ne s'agit pas que d'un seul élément. Lorsqu'on parle de déchets solides de l'énergie biodégradable, agricole, on va parler de coque de coco, de pelure de plantain, pelure d'avocat, pelure d'ananas, vraiment il y en a tellement, il y a des tonnes et des tonnes. Qu'est-ce qu'on fait lorsque vous allez poser la question à un producteur de charbon écologique? C'est quoi la durée de combustion de mon charbon? Qu'est-ce qu'il va dépendre? Ça dépend de la matière première. Et bien sûr, ça dépend de la matière première, c'est vrai. Parce que si tu utilises des stades de maïs, des déchets de maïs, qui ont une densité très faible, le charbon qui sera issu de ces déchets le charbon qui sera issu de ces déchets aura une densité faible, il aura une durée de combustion faible, un pouvoir calorifique inférieur faible aussi. Maintenant, pour être dans un marché sérieux, ou bien pour avoir de vrais clients, des clients qui réussissent vraiment à s'organiser, il faut une répétabilité sur le produit. Tu ne peux pas vendre un produit aujourd'hui, ça fait 4 heures de temps au feu, demain tu viens vendre, ça fait 2 heures de temps, non, ça ne marche pas. Tu ne pourras pas avoir une clientèle sérieuse, il faut la besoin de se dire, ok, lorsque je prends un sac de charbon écologique, ça me fait 1 mois, parce qu'on sait exactement quelle est la durée. Donc on a besoin de cette répétabilité. Et on a 2 cas de producteurs. Le premier cas, c'est celui qui décide vraiment d'être sérieux, qui se dit, ok, j'aimerais qu'il y ait une répétabilité sur mon produit, j'aimerais vraiment que mon produit fasse 4 heures de temps aujourd'hui, 4 heures de temps demain, 4 heures de temps dans une semaine, dans 1 mois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se concentrer sur une matière première. Là, c'est bien, il peut aller sur le marché international parce qu'il est bon. Il peut réellement acheter un seul pot de barre parce que ça va faire un seul produit avec des caractéristiques bien identiques. Là, c'est bien. Et c'est déjà bien de réduire la quantité des déchets, mais il ne réduit pas suffisamment la quantité des déchets, parce que comme je viens de le dire, il y a une pléthore de déchets. Le deuxième cas, c'est celui qui décide de se lancer dans tous les déchets qu'il voit. Aujourd'hui, s'il y a des récoltes de maïs, il va se dire, ok, c'est la période de récolte, je me concentre sur les stades de maïs. Demain, s'il va avoir les pétrons d'ananas, il va dire, je prends les pétrons d'ananas. Et avec ce mélange, tu ne peux pas réussir à dire à ton client, mon charbon fait 4 ans de temps, tu ne peux pas. Tu seras obligé de lui dire, ça dépend de la matière première. Et là, tu ne pourras pas facilement accéder à un marché sérieux. Tu ne pourras vraiment pas. Donc, pour pallier à cette insuffisance, si je vais dire ça comme ça, nous avons développé, nous sommes en train de développer, nous sommes déjà à la phase finale, une application qui nous permet d'optimiser la production et la commercialisation de notre charbon. Parce qu'on existe depuis, on est légalisé depuis 2021, mais c'est depuis 2019 que nous travaillons sur ce projet qui aujourd'hui n'est plus projet parce que c'est une entreprise déjà bien formelle. Et on produit déjà du charbon, mais on aimerait améliorer l'optimisation de la production et de la commercialisation de ce produit. Au niveau de l'optimisation de la production, qu'est-ce qu'on fait? L'application permet de gagner en temps et d'avoir un produit vraiment constant, comme je viens de le dire. Qu'importe la matière produite qu'on a en entrée, on aura le même produit à la fin. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a une formule qui lie étroitement le déchet et le charbon qui déchet pour être produit. Donc avec cette formule-là, on réussit aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret pour qu'on puisse rapidement se comprendre. Si aujourd'hui je tombe sur des strates de maïs, des pelures d'ananas, des pots de macadamia et tout ce qui va avec, je vais aller dans mon application, je vais dire qu'aujourd'hui j'ai 50 kg de pelures de plantain, j'ai 100 tonnes de ceci, cela. Et puis l'application, en fonction des données standards que j'aurais renseignées dans l'application dès le départ, l'application va rapidement calculer les combinaisons. J'imagine que la plupart d'entre nous ont déjà traversé la classe de terminale. On voit les statistiques. Lorsqu'on parlait de combinaisons, prenons l'exemple des 20 déchets. Si on veut faire les combinaisons pour les 20 déchets au niveau du dosage, mais ce sont des millions de possibilités. Il y en a tellement. On ne peut pas prendre ce temps pour dire qu'on va faire tous les tests pour les différents dosages. Donc l'application nous permet de dire voici le meilleur dosage. Donc en quelques secondes, on connaît exactement quel est le dosage qu'on devra adopter à avoir notre produit de fin.
Ce qui fait en sorte qu'on aura une neutralité sur le produit. Maintenant, lorsque je parle de charbon issu des déchets, il y a beaucoup de personnes, là je le dis en fonction de l'expérience qu'on a eue sur le terrain, il y a des personnes qui disent mais est-ce qu'on peut faire dans le jus, est-ce que le poisson peut être en contact de ce charbon, parce que ce qu'on a dans la tête, c'est issu des déchets. Donc il y a un gros travail de sensibilisation qui est fait et qui a déjà commencé à être. C'est la raison pour laquelle, à côté de l'entreprise Polonia Tech, on a mis sur pied une association Polonia qui est là beaucoup plus pour la sensibilisation. Disons l'association Polonia à 5 axes. On a la promotion des énergies renouvelables, on a la lutte contre les changements climatiques, on a l'éducation à l'environnement et au développement durable, on a la gestion durable des forêts et la gestion durable des déchets. Donc notre zone prioritaire, c'est l'île de Manoka. Oui, la plus grande île du Cameroun, elle est tellement belle, ceux qui la connaissent. Pourquoi choisir l'île de Manoka? C'est une zone côtière. Là, je vais maintenant parler de changement climatique, ça a été un projet. L'île de Manoka, c'est une zone côtière. Lorsqu'on parle de changement climatique, il y a avancée de la mer. Lorsque vous arrivez dans cette zone côtière, vous allez voir que la mer est en train d'avancer. Vous pouvez rentrer les diapositives, s'il vous plaît, je vais vous montrer quelque chose de plus rapide. Encore, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc là, ce que vous voyez, on appelle ça la tour. C'est la prison dans laquelle Boamon Gabel a séjourné. Et cette prison, à son époque, est à des kilomètres dans la forêt. Aujourd'hui, elle se retrouve à des kilomètres de pieds dans l'eau. Ce qui prouve à suffisance qu'il y a une avancée de la mer. Pourquoi est-ce qu'il y a une avancée de la mer? Premièrement, parce qu'il y a le changement climatique, et deuxièmement, parce que c'est accentué par la coupe du bois. À Manoka, la population vit de la pêche, on va dire ça comme ça. Manoka est non électrifié. Ce qui fait en sorte que le seul moyen de conserver du poisson, c'est le fumage. Donc ils sont contraints de couper du bois du mangrove pour le faire. Mais ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'ils coupent ce bois, c'est dès qu'ils en ont besoin, on ne peut pas venir leur demander de ne plus couper. Vraiment, le travail, c'est quoi? C'est de venir leur montrer comment couper. Parce qu'il y a des jeunes arbres qu'il ne faut pas couper et des grands qu'il faut laisser. Maintenant, tu ne peux pas venir dire ne coupe pas parce que ce n'est pas encore grand. Proposer une alternative. C'est ainsi qu'on leur présente le charbon que nous avons, qui est aussi bon pour leur santé et pour la conservation de leurs produits. Donc là, il y a aussi la sensibilisation auprès des pêcheurs. Next. Oui, là, si j'ai mis cette photo, c'est pour parce qu'il y a une différence entre la dégradation des mangroves par les communautés locales et la dégradation des mangroves par les industriels. Les communautés locales utilisent généralement des scies, des machettes. Et les industriels qui vendent généralement sont d'autorisation utilisent des tronçonneuses. Donc je vais simplement montrer la différence. Parce que là, ce sont des temps un peu plus grands et ce sont des tronçonneuses qui vont travailler là-dessus. Prochaine slide. Oui, donc vous voyez qu'après, lorsque tout est rasé, le sol devient nu, ce qui fait en sorte qu'il y a avancé de la mer continue d'avancer. Et pendant que la mer avance, qu'est-ce qu'on fait? On quitte de cette habitation, on va se construire, on est en train de faire enfuir dans le bâtiment, mais ce qu'on fait, c'est que la mer est en train d'avancer. Donc là, c'est vrai qu'on essaye de s'adapter lorsqu'on décide de quitter près de la mer pour aller vers les continents, mais ce n'est pas une bonne adaptation, pourquoi? Parce que pendant que tu fuis, la mer arrive. Tu vas continuer de faire la mer va arriver. Donc elle fait son travail. Là maintenant, on va savoir qu'il y a les inondations. Next. Voilà maintenant. Là j'ai dit construction, anarchie et adaptation. Déjà, est-ce qu'il est permis de construire dans les mangroves? Je suis très contente d'avoir tout près de moi le minute parce que je me dis là, est-ce qu'il est réellement permis de construire dans les mangroves? Ce n'est pas permis. Lorsque vous arrivez dans nos mangroves, il y a des habitations et des habitations. Maintenant, lorsque la mer arrive à leur niveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de construire du pilotis et tout ce qui va avec là, donc ce sont des constructions anarchiques, même si après ils vont essayer de s'adapter. Next. Donc voilà, ça c'est toujours la sensibilisation qui n'est pas chose facile parce que, bon, il y a pas seulement maintenant on va passer. La sensibilisation aussi ne suffit pas, ce n'est pas rien, mais ça ne suffit pas parce qu'à côté de la sensibilisation, il faut mêler des actions concrètes. La diapositive qui vient avant celle-ci présente les actions de reboisement, parce que là nous sommes en train de planter de nouveaux palétuviers dans un nouveau next. Et là nous sommes en train d'assainir. Lorsque vous arrivez dans ces zones-là,
on assainit, on va dire chaque semaine, on va dire chaque week-end, l'association va assainir les plages. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vient assainir, demain il y en a? Parce que les déchets qui se retrouvent sur l'île de Manoka ne sont pas produits à Manoka. Ce sont des déchets qui viennent d'ailleurs. À chaque fois que les vagues viennent vomir des déchets et repartir. C'est-à-dire que les déchets qu'on produit ailleurs dans les autres arrondissements de Douala ou bien même plus loin se retrouvent sur ces zones côtières-là. Donc ils en bâtissent simplement. Donc voilà, là c'est le plus important. Pour la suite, on présente simplement des excursions qu'on fait, c'est l'excursion avec le MINEDES qui sont allés les accompagner. Maintenant là, si j'ai mis anniversaire, c'est parce qu'au sein de l'association, lorsqu'il y a des anniversaires, on va dans le bois des singes. Qu'est-ce qu'on appelle le bois des singes? Mais là, c'est juste un nom aujourd'hui, parce que lorsque vous allez dans le bois des singes, il n'y a plus d'arbres, non presque plus d'arbres, plus de singes. Ces singes-là sont allés se réfugier dans la mangrove de Nipoué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter des bananes, on va aller dans la mangrove de Nipoué, leur donner. Donc là, c'est vraiment pour la partie sensibilisation. Sinon, pour le projet, c'est vraiment la gestion durable des forêts par la production du changement écologique issu des déchets. Donc là, on vient réduire le taux de déforestation d'une part. D'autre part, on vient réduire le volume des déchets. Et ce qu'on aimerait faire, c'est passer à une autre part parce que nous produisons tout encore au niveau traditionnel. C'est à peine si on produit 800 kg le mois. Pourquoi? Parce qu'on est au niveau traditionnel. Les équipements sont presque manuels, on va dire ça comme ça. Et là, nous ne partons pas à saisir toutes les opportunités. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de climato-sceptiques, il y a beaucoup de personnes qui disent que le marché carbone c'est une utopie. Mais le marché carbone n'est pas une utopie. Pour l'avoir vu, ce n'est pas une utopie, le marché carbone existe. Donc on peut, disons, il faut expliquer vraiment de manière terre à terre. On sait que la prix est responsable des émissions de gaz à effet de serre seulement de 4%. Les 96 autres pourcents au pays. Ok, on est vraiment avec le s'il vous plaît. Non, c'était déjà réussi. Ok, merci. Je m'excuse, madame, de ne pas retirer la manche. Il faut aussi donner le prix, et quand on va donner aux participants des projets. Alors, notre exposé sera structuré en 4 points. Une introduction, des défis, opportunités, une expérience et les bonnes pratiques. Et enfin, nous allons citer sur les perspectives d'amélioration et de développement des solutions innovantes. Donc, la gestion des déchets contribue certes à l'assainissement des villes et à la préservation de la santé des populations. Toutefois, la simple collecte en vrac ne saurait plus être faite si jamais le tri à la base n'est pas effectué. Il est temps de franchir le cap et transformer les déchets en ressources et faire de nos villes de véritables écosystèmes durables pour qu'ensemble, n'est-ce pas, on puisse continuer à être en santé dans des bons cadres de vie. Les défis sont multiples. On l'a dit suffisamment depuis la matinée avec l'augmentation de la quantité des déchets au fil des années, l'absence de tri, la non-structuration du secteur informel de précollecte des déchets, l'insuffisance de l'infrastructure de gestion des déchets, la pression sur les budgets des municipalités, les difficultés d'accès au financement. Alors, malgré ces défis, il faut dire que des solutions innovantes, durables, inclusives et circulaires sont possibles. Donc, je vais passer rapidement sur les défis, l'insuffisance de l'infrastructure, la faible sensibilisation, la croissance démographique. Aujourd'hui, on est à environ 340 000 habitants au niveau de la région de l'Ouest-Occident. Nous avons également comme opportunité la valorisation des déchets. Près de 50% des déchets ménagers produits dans la région de l'Ouest sont organiques et peuvent être valorisés en énergie ou en compost. Et à Isaac, aujourd'hui, nous savons le faire.
Nous avons également la création d'emplois à la vie et le développement durable. Les volontés, ou alors la volonté des collectivités territoriales à moderniser les systèmes de gestion des déchets sont une opportunité à saisir et bien évidemment avec les partenariats publics-privés. Aujourd'hui, ISACAM est le principal partenaire privé en matière de gestion des déchets urbains. En termes d'expérience, je dirais que ISACAM, c'est 56 ans d'expérience dans 20 villes africaines, dont 17 au Cameroun. Et dans la région de l'Ouest, nous sommes présents à Bafoussam, à Bagadé et à Bambou. Donc ISACAM, aujourd'hui, c'est 10 millions d'habitants desservis au quotidien, avec un parc de 600 camions environ, 52 engins lourds pour une collecte de 5 000 tonnes de déchets par jour. Le représentant de Habitat a signifié tout à l'heure la population ouvrière à ISACAM, c'est un peu plus de 4 000 ouvriers qui, au quotidien, travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour pouvoir tenir les villes où nous sommes en contrat fort. Alors, en termes de bonnes pratiques, il faut dire qu'aujourd'hui à ISACAM, nous faisons une collecte optimisée avec l'ensemble de notre parc, notamment à Samsung, qui sont dotés d'équipements GPS pour une meilleure traçabilité des opérations de collecte et la sécurité des équipages. Et on ne peut pas faire une collecte, une gestion des déchets pérenne si jamais on ne se soucie pas de la sécurité, non seulement du personnel, mais également des usagers. Alors, à cet effet, des formations et des recyclages à la conduite défensive et comportementale sont réalisés. Et je m'en vais dire ici aujourd'hui que ISACAM est partie prenante, membre de la fondation Sequoia Highway, qui lutte contre l'insécurité routière sur l'étendue du Cameroun. Et nous travaillons ensemble en permanence. Nous avons également initié des projets de tri et de recyclage des déchets plastiques et de production de compost. En matière de communication, il faut dire que nous accentuons la communication au niveau des populations et nous utilisons également des radios communautaires, et notamment à Ouattara, la radio Foussa, pour passer des messages sur les bons gestes de propriété. Dans les écoles, nous faisons également des descentes, des marchés et des quartiers. La multiplication des tribus d'échange avec le personnel est très importante pour faire des révisions sur les procédures de travail et les difficultés rencontrées sur le terrain. Nous avons une veille permanente opérationnelle pour permettre d'identifier les zones à test de propriété afin d'y apporter des solutions appropriées. La proactivité également est d'ordre pour pouvoir réagir, n'est-ce pas, aux travaux sollicités par la ville. Quand je dis ceci, je vais terminer avec les perspectives. En termes de perspectives, ISACAM se positionne désormais comme un intégrateur de solutions de gestion durable des ressources en déchets urbains. En cela, c'est un processus qui intègre activement toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles nous avons les populations. Et dans ce processus, nous avons les infrastructures qui occupent une place importante dans la chaîne d'intégration. Et en première infrastructure, alors équipement, nous avons la poubelle. Elle a été évoquée à plusieurs reprises depuis ce matin, mais on ne peut pas parler de tri en amont si jamais on n'a pas une poubelle ou alors des poubelles appropriées pour contenir les déchets produits par le ménage. Ensuite, nous avons les centres de rupture de charge. Nous pouvons avoir les voies de regroupement, les déchetteries, les centres de tri, les centres de transfert comme celles que nous avons d'ailleurs inaugurées à Douala il y a quelques mois.
Et également les centres de traitement des déchets terminent, n'est-ce pas, les déchets, pour la plupart les déchets organiques dans le système mis en place. Tout ceci, c'est pour construire des boucles locales de valorisation matière et valorisation plastique, verre, métaux et papier. Donc là, sur le slide, nous avons essayé de schématiser, n'est-ce pas, cette intégration de solutions de gestion durable des ressources en déchets, où nous avons, comme j'ai dit au centre, le ménage, parce que tout part du ménage. Et du ménage, nous devons avoir au minimum deux flux de déchets, les déchets organiques et les déchets non organiques, qui vont être collectés et précollectés. Et forcément, comme on l'a dit, la précollecte va faire intervenir des infrastructures au rang desquelles des points de regroupement. Les points de regroupement, c'est des infrastructures qui ne coûtent pas cher à la différence des centres de tri ou alors centres de transfert et qui peuvent, pour le cas de la ville de Bafoussam, être mises en place et améliorer, moderniser la gestion des déchets. Et lorsqu'on part des points de regroupement, nous allons enchaîner vers le transport et le pesage de ces déchets, que ce soit les déchets organiques comme les déchets non organiques. Et pour les déchets organiques, on aboutit au traitement biologique et la transformation en compostage ou alors en méthanisation. Ce matin encore, Madame la directrice de SECA a évoqué les deux projets de méthanisation qui ont été développés sur les décharges de Golfou et de Pekadis à Douala par l'entreprise des Afghans. Et on ne va pas s'arrêter là. Il va falloir penser autrement pour pouvoir continuer à apporter notre contribution à la préservation de l'environnement. En matière de déchets inorganiques, il va falloir faire des tri manuels ou mécaniques pour aboutir à une valorisation matière, que ce soit le plastique, le papier ou le verre. Et ils attendent en ce moment et en partenariat avec plusieurs PME et autres ONG ou entreprises privées pour récupérer, n'est-ce pas, ces déchets de verre ou de plastique pour rentrer dans des filières de valorisation spécifiques. Et tout cela va être revendu, recyclé et bien évidemment, comme je l'ai dit, pour rentrer dans une boucle de valorisation locale. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, l'ISACAM a dépassé le rôle du simple opérateur de collecte pour s'affirmer comme un intégrateur de solutions durables, capable de transformer les déchets urbains en ressources utiles, matières premières secondaires pour une industrie locale. En articulant innovation, circularité, inclusion et performance environnementale, l'entreprise contribue à bâtir des villes plus propres, plus résilientes, économiquement viables, au service des collectivités territoriales et pour les générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup. Isaac, de votre exposé. Merci.